Bonjour à tous. Donc on va animer cette table ronde et on va essayer de tenir le temps qu'on nous donne. Alors, je vais être un petit peu provocant pour commencer cette table ronde. On a parlé beaucoup de Big Data. Moi, le Big Data, je trouve que c'est un concept et qui fait qu'on emmagasine beaucoup de data, mais si on n'en fait rien, ça sert à rien. Donc il y a un concept qui sort aujourd'hui, qu'on dit plutôt de la Smart Data, c'est-à-dire la vraie exploitation des données pour en tirer de l'intelligence et en faire, les utiliser pour développer son business. Alors j'aimerais savoir en fait comment le Smart Data peut amener l'email marketing à être plus performant. Donc qui veut se lancer? Bon, je suis Emmanuel Parou de la société Marcis. Je m'occupe de la direction du service client et également de la partie Customer Intelligence. Donc, les data, le Smart Data, la bonne nouvelle, c'est que ces données déjà sont présentes, elles sont là, ça c'est la bonne nouvelle. L'inconvénient, c'est que tant qu'elles sont à l'état de magma informe, je dirais quelque part, c'est pas exploitable. Et comme vous l'avez dit à l'instant, l'objet, c'est de pouvoir en faire quelque chose. Donc, à mon sens, les trois étapes, l'approche de la data, c'est dans un premier temps, bien évidemment, la réunir, ensuite la visualiser, pour en faire ressortir ce qui est pertinent, pour en faire ressortir ce qu'on appelle des fois les pépites, en fait, hein, puisqu'il y a des blocs de valeur dans ces datas. Et l'objectif, une fois qu'on a ça, c'est de pouvoir l'exploiter, c'est l'actionnabilité de ces données regroupées et également segmentées. Voilà, il y a des outils qui existent, différents types de segmentation. Nous préconisons le modèle dit RFM, utilisons pour ça des modèles mathématiques de profiler que je pourrais développer éventuellement plus avant si ça intéresse les gens. Mais voilà l'approche que je verrai. Eric? Juste sur la partie technique, effectivement, comme Bruno disait, on est en train de vivre une vraie révolution dans le monde des bases de données avec des structurations qu'on appelle de type NoSQL. Et l'avantage qu'on a d'un point de vue marketing, c'est que ça va nous permettre, contrairement aux bases de données MySQL, d'avoir de l'analyse postérieure à un développement. Puisqu'aujourd'hui, quand on fait du SQL, c'est comme quand on crée une bibliothèque, donc on va mettre tous ces livres qu'on va ranger de manière alphabétique par exemple, et quand on va avoir besoin d'utiliser ces données-là, ça sous-entend de changer tout ce système de classement qui est intelligent au départ pour les réexploiter. Et donc c'est extrêmement lourd d'un point de vue technique et d'un point de vue DSI. L'avantage des nouvelles technos qui sont Hadoop et autres, c'est qu'on n'a pas de structuration a priori. C'est-à-dire qu'on stocke la donnée en vrac, c'est-à-dire en silo, et on a une couche qui va se mettre au-dessus, qui est HFS, ou enfin il y a plusieurs solutions techniques qui existent sur le marché, qui va permettre de restructurer cette donnée de manière dynamique. Et donc ça, en termes marketing, c'est extrêmement intéressant, puisque ça va nous permettre, contrairement à ce qu'on faisait avant, où on définissait un cahier des charges, et puis on essayait de tout mettre dans ce cahier des charges, quitte à se dire qu'il y avait énormément de choses qui servaient à rien. La structuration de ces nouvelles bases de données nous permet de dire toute la donnée, et on verra après comment on va l'exploiter, et ça ne va pas sous-entendre 3 mois, 5 mois, 6 mois de développement derrière pour rechanger ces modèles de données. C'est cet avantage de flexibilité qu'apportent ces nouvelles technologies. Et en ça, ça va permettre effectivement d'être beaucoup plus souple en termes de développement sur les applications qu'on va pouvoir développer derrière et sur notamment tout ce qui est traitement de données, que ce soit du off, du on et autres. Oui, donc bonjour à tous, Boris Bénard de Planet.fr. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, on est éditeur de sites internet, le site d'actu Planet.fr et le site santé Medicite.fr, et on utilise la data depuis la création en 2000, et surtout la data des adresses de 50 ans et plus, puisque à l'origine on s'est créé en tant que Senior Planet, et c'est vrai que cette data on l'utilise à la fois pour la création du trafic sur nos sites via des newsletters, et aussi pour monétiser donc, ces adresses auprès de nos annonceurs. Et pourquoi est-ce que je parle effectivement de ces deux dimensions? C'est parce que
Aujourd'hui, chaque activité s'enrichit du comportement et du ciblage qui est fait de part et d'autre. Et grâce justement à la smart data qui va être à la fois de qualifier l'adresse sur ce qu'elle consomme en tant que lecteur, ce qu'elle consomme en tant que commercial, mais également quels sont ses critères sociodémographiques, où est-ce qu'elle habite, et la réunion de ces trois dimensions qui sont vraiment le déclaratif, le comportemental, éditorial et commercial font aujourd'hui qu'on a des statistiques, que ce soit pour la fidélisation et l'acquisition, qui sont performantes en emailing, à la fois en taux d'ouverture, en réactivité et en clic derrière. Voilà, merci. Beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je crois qu'il faut dédramatiser sur le big data. Quand j'essaie de représenter ça graphiquement, c'est un tsunami de données qui vous tombe dessus et vous ne savez plus trop par où commencer. Je pense qu'il faut isoler dans vos données quels sont les critères, les éléments qui sont le plus proches de votre client par rapport à sa réaction. Alors, quelqu'un qui aujourd'hui est en province et qui habite un village imprononçable de Breusch-Wickersheim, par exemple, sur Bruges, et qui reçoit un message personnalisé où on lui dit du nouveau à Breusch-Wickersheim sur Bruges, il va ouvrir le message. On a fait l'expérience récemment, on a des taux d'ouverture qui ont été très très bons. Par contre, toute la filière derrière s'est cassée la figure parce qu'on n'était plus dans le reste du message en adéquation avec la promesse. Donc, l'analyse aujourd'hui discriminante de votre base de données qui va croiser les informations qui arrivent au compte-gouttes et qui arrivent de plus en plus vite sous forme de torrents doivent être filtrées et il ne faut pas se noyer là-dedans. Donc il faut aussi avoir une ligne de conduite par rapport à la fréquence de modification des informations comportementales dans votre base de données. Donc, Eric nous le disait tout à l'heure, il existe des scores. Et un score est quelque chose qui ne doit pas muer, qui ne doit pas évoluer à tout bout de champ. Par contre, il doit être amélioré. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de définir entre vous, entre les gens du marketing d'une part, les gens de la communication, les gens de la gestion, de l'informatique, de l'hébergement des bases, de vous mettre d'accord sur les critères les plus importants qui vont être les moteurs fondamentaux de vos réactions, de votre CRM. À partir du moment où vous êtes bien d'accord sur ça, vous allez voir aussi qu'il y a plein d'informations futiles dont il ne faut pas s'embarrasser parce qu'elles vont polluer votre management de la relation client. Donc, c'est difficile de donner un exemple, mais dans les produits de type vin, par exemple, c'est très important de déterminer dès le départ, dès l'acquisition du lead et de la transformation, si c'est un chasseur de primes ou si c'est quelqu'un qui est sensible à de l'abonnement. Parce qu'en fonction de ça, vous allez lui faire un programme qui va être totalement différent. Soit vous allez lui envoyer les derniers produits à la mode que Parker a cités à droite et à gauche, etc. Et il va être réactif parce qu'il peut les avoir à un très bon prix. Soit c'est quelqu'un qui a envie de recevoir régulièrement une caisse de tel vin ou tel vin que les autres personnes ne connaissent pas et qui va être lui plutôt un petit spécialiste par rapport à ses copains. Donc le comportement de la personne est très très important. Et ça prime par-dessus toutes les autres informations que vous pouvez avoir. Et surtout les informations de type récence. C'est très très important de gérer les contacts en termes de récence par rapport à votre client. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fernando Lorente, je viens de la société Action. Comme vous avez pu deviner, je suis originaire de l'île de France. En fait, moi je suis responsable de la cellule email au sein d'Action. Chez Action, on est très bien positionné pour parler de la big data. En fait, historiquement, on était un des acteurs principaux
de la donnée offline et on a décidé de basculer dans l'online. Alors du coup, on était en mesure d'utiliser des mécaniques couplées qui nous ont donné de très bons résultats en se basant sur des données qui sont vraiment fiables comme l'adresse postale. Alors nous, de notre côté, la data, on la gère probablement de façon différente aux autres acteurs qu'il y a dans les marchés. Pour nous, c'est capital l'adresse postale. Parce que c'est grâce à cette adresse postale que nous, on est capable de faire du scoring, du profiling et attribuer une note ainsi qu'un profil défini pour tous nos clients. On le fait dans nos bases de données, on gère des méga bases de données qui sont plusieurs millions d'adresses email des différents acteurs du marché online, soit des VP6, peu importe, dans tous les secteurs. Comme chez les clients également, on fait des audits, on est capable d'enrichir les données toujours par rapport à l'adresse postale parce qu'on considère que c'est une adresse fiable. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul disait. La big data, c'est un critère qui fait plutôt peur. Un des problèmes qu'on a constaté, c'est qu'il y a pas mal d'annonceurs dans les marchés qu'ils ont énormément de données et qu'ils ne savent pas les exploiter, simplement parce qu'il y a tellement d'informations qu'ils ne savent pas la lire. Et du coup, c'est pour ça que les acteurs comme nous, nous sont importants parce qu'on est capable de tirer des conclusions, de faire des approchements, d'auditer des bases et de proposer des segments qui sont vraiment en affinité avec la cible, avec les cœurs des cibles de l'annonceur. Alors, je suis rassuré. Et la data est utile à l'email marketing. Alors, on a beaucoup parlé de data quand même, j'ai envie de dire interne, du comportement sur une adresse email, des informations qui ont été collectées. Mais est-ce qu'on peut s'ouvrir aux data externes? Et j'ai envie de vous prendre l'exemple de Price Minister qui a fait une étude à un moment donné sur le comportement sur sa base de données pendant presque une année. Et puis ils ont été chercher les données de la météo. Et ils ont essayé de voir si la météo avait une influence sur les ventes. Et ils ont analysé Paris, Lyon, Marseille, et ils ont trouvé qu'il y avait effectivement un impact du temps sur les ventes. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut aller chercher de la data à l'extérieur, de la data qui est en libre accès, de l'open data, ou un peu comme on croise aujourd'hui avec l'INSEE ou l'adresse postale, qui est quelque part une data qu'on a récoltée qui est extérieure, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'email marketing en allant chercher des datas pertinentes pour chaque business? Je crois qu'il faut considérer la data comme le nuage d'ondes. Vous avez autour de vous, là, en ce moment, des milliers d'ondes. Si vous allumez une radio, vous allez entendre ces ondes transformées en radio. Mais vous allez peut-être ouvrir Énergie, une autre personne va allumer FIP, une troisième va allumer Europe 1, une cinquième RTL. Vous avez tous le même nuage, le big cloud de data aujourd'hui dans cette salle. Par contre, chaque personne va vouloir sélectionner, va vouloir écouter ce que la data veut lui dire avec un outil qui s'appelle la radio. Bon. Si vous voulez être très gourmand et vous vous dites « Oh là, mais moi je veux profiter de toutes les datas qui sont là parce qu'elles sont gratuites et parce que je peux y accéder facilement, eh ben, je vais ouvrir 50 radios à la fois et à la fin, ce sera inaudible. » Donc, l'email marketing, je crois, est encore plus, à mon avis, intéressé et doit, à mon avis, se pencher d'une façon encore plus pertinente, si vous voulez, sur les datas que les métiers, je dirais, qui l'ont un petit peu précédé, comme le marketing téléphonique, le postal, la vente directe ou autre. Pourquoi? Parce qu'auparavant, la data était utilisée d'une façon parcimonieuse par son coût et il n'y avait que très peu de dégâts collatéraux. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on va à la pêche avec des grenades. Bien sûr, le résultat, il se fait sentir immédiatement. Boum, tout pète et on récupère le poisson. Par contre, il n'y a plus rien qui reste derrière. Ensuite, il y a d'autres façons, c'est d'y aller avec des cannes à pêche. Mais s'il y en a un qui va avec la grenade et d'autres avec la canne à pêche, c'est ça le problème. Donc, je crois qu'il faut déjà s'entendre. Et ce qu'on a vu avec les différentes instances, les syndicats qui sont présents ici aujourd'hui, c'est auprès, à mon avis également, de ces régulateurs-là qu'il y aura l'avenir d'un email serein
qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Parce que les bases de données aujourd'hui sont très facilement accessibles. Il y a quelques années, elles ne l'étaient pas. Et un petit exemple concernant le big data. Il y a une société aujourd'hui qui fournit à BFM des informations, vous la connaissez peut-être, hein, elle est sur Paris, concernant les bruits qui courent sur les réseaux sociaux, afin que BFM puisse caler quart d'heure après quart d'heure son information en fait autour de ce qui intéresse réellement l'auditeur. Donc les autres journaux sont faits classiquement avec les journalistes qui se réunissent, il y a à l'AFP des dépêches, etc. Alors eux, ils fonctionnent différemment, ils se branchent sur les réseaux sociaux, ils captent les mots-clés qui passent, et puis si, je ne sais pas, si aujourd'hui il y a sur les réseaux sociaux on parle de l'IM Day de Strasbourg, vous allez avoir dans une heure un flash spécial IM Day de Strasbourg. On peut toujours rêver, mais le big data, c'est ça aussi, hein, c'est de capter les informations à un moment donné pour pouvoir les restituer au plus vite. On a bien parlé ce matin, en fait, un des deux sujets dans les big data et un point très important, c'est la segmentation. La segmentation qu'on fait via le scoring, via le profiling, que nous tous, on est capable de générer. Il y a des éléments que pour nous, ils sont des bases qui ne sont pas toujours tenus en considération. Il y a toujours des dupes qu'il faut, quand on balance des emails, on est à l'IMD, alors du coup, je voudrais focaliser notamment les big data dans l'email. Il faudrait bien faire des dédupes en amont pour éviter une pression marketing excessive. Nous, on est capable de maîtriser cette pression marketing. Il y a des nouveaux produits qui sont sortis qui permettent de coupler différentes mécaniques, de s'envoyer des campagnes email avec un retargeting display derrière afin d'alléger cette pression de l'email. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu plus de 300 000 emails par mois. Il a mis une boîte piège, une adresse piège. En fait, c'est que c'est très important, c'est de connaître les clients pour être capable de mesurer la pression marketing qu'on est capable d'affliger aux internautes. Aujourd'hui, l'email, l'univers de l'emailing, ça nous donne la facilité de faire une communication one-to-one, de connaître bien nos clients, les internautes et à qui on doit s'adresser. Alors du coup, tous ces types de nouvelles mécaniques, ils sont très positifs et toutes ces études qui sont faites via les big data nous permettent de faire une communication directe, un tiers des cibles bien définies avec des résultats et des performances héroïstes qui sont revenus. Oui, je voulais rebondir sur deux points abordés par Paul tout à l'heure. Le premier concernant effectivement la quantité de données disponibles quasi infinie. L'important n'est pas, et la tentation, à la limite, on le voit chez certains clients qui découvrent d'un seul coup la richesse des interconnexions qu'ils peuvent avoir au sein de leur base, la tentation, ça peut être de croiser tout avec n'importe quoi, au risque d'aboutir à ce que les Américains appellent analysis paralysis. C'est-à-dire qu'on a tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi en faire. Ça, c'est un premier danger. Pour répondre à la question que Bruno posait aussi, l'arrivée de bases extérieures, hein, donc d'informations extérieures, est-ce que la météo a une influence? Mon Price Minister a fait cette expérience-là. Effectivement, ce qu'il y a de très important, et nos confrères de ABTST tout à l'heure en a parlé, c'est de tester la codépendance de variables, notamment au travers d'outils mathématiques tels que le KI2, qui sont utilisés notamment dans l'industrie médicale pour détecter si certaines pathologies sont liées à certains comportements, etc. Alors on n'est pas dans un cadre médical, mais est-ce qu'il y a un lien entre les noms de famille qui commencent par G et la tendance à acheter des voitures rouges? J'en doute vraiment. Bon, là c'est un exemple qui est extrême, mais lorsqu'on pense observer quelque chose, il faut faire attention, et en tant que marketeur, tous on le sait, il faut rester très humble parce que le dernier jugement, il viendra de toute façon du client, de la personne qui va ouvrir et qui achètera ou pas. Et donc toujours vérifier, même quelque chose qui semble tomber sous le sens, si on pense avoir relié deux variables, lancer un test de KI2, c'est un outil mathématique qui permet de vérifier cette codépendance de deux éléments. Deuxième point, et j'en termine sur ce que disait Paul, effectivement, en fonction du type d'acheteur, on ne va pas lancer les mêmes programmes, on ne va pas envoyer des promotions à prix fracassé chez quelqu'un qui, de toute évidence, a eu un comportement d'achat, de sélection, un centre d'intérêt, une appétence pour du luxe. Ce serait se tirer une balle dans le pied, même si la boutique, le e-commerçant
couvre absolument toute la gamme. Et alors évidemment, on pourrait morceler et enfin, segmenter jusqu'à une atomisation complète des programmes qu'on utilise. Un outil peut venir en aide à ce moment-là, ce sont des outils de blocs de recommandation s'appuyant sur des algorithmes de marketing prédictif. L'idée étant de dire, à ce moment-là, je fais la segmentation, j'ai ma segmentation qui fait sens, je sais que je vais avoir par contre des acheteurs gold et platinum, puisque j'ai fait ma segmentation dans ma base, et je dis dans mon mail, à mon outil de bloc de recommandation de marketing prédictif, je lui dis, mais ici et là, les deux produits qui ont le plus de chances de mener à une vente. Je n'ai aucune idée de ce que l'outil va mettre dans le mail. Au moment où je l'envoie, j'ai une seule certitude, c'est que s'appuyant sur l'algorithme, au moment où le ou la destinataire va ouvrir cet email, ce sera ce qui est le plus adapté par rapport à son comportement sur le site, les produits vus et les achats. Voilà. Boris? Non, juste rapidement une anecdote sur la donnée externe, parce que nous, à part effectivement se concentrer sur ce qu'on fait, on s'est posé la question, on a tous des inactifs en base, et est-ce que les inactifs chez moi ne seraient pas actifs chez quelqu'un d'autre ailleurs, parce qu'on a tous des communs en base, donc on a fait l'exercice effectivement de faire des duplications. Effectivement, l'adresse active chez mon voisin, je peux me dire super, ben, je vais la reprendre parce que du coup, cette adresse bouge encore. Et on se rend compte que, par exemple, ce serait une mauvaise donnée externe à acquérir, dans le sens que chacun a une histoire, une relation qu'il entretient avec sa base de données, ses adresses, des outils qui délivrent plus ou moins bien les emails, il y a beaucoup de différences, même si c'est les mêmes adresses, et donc voilà, c'est typiquement le type d'information extérieure qu'il ne faudrait pas non plus acquérir. Donc il faut évidemment les choses, le contexte météorologique, sociologique, enfin, que tout le monde partage, ce sont des indices intéressants, mais voilà, je dis méfiance sur des choses vraiment particulières et typiques de notre métier, telles que voilà, un comportemental email, une activité d'adresse, etc. Il nous reste 4 minutes. Si vous avez des questions. Eric, je te donne le mot de la fin, c'est bon. Juste effectivement pour préciser ce que tu disais, effectivement l'usage aujourd'hui, on a la possibilité via toutes les démarches open data, alors j'imagine que vous en avez un petit peu entendu parler, qui sont des entreprises ou des organismes publics qui mettent à disposition de plus en plus de data à disposition des entreprises. Et ça peut être extrêmement important. Donc, comme le disaient mes collègues, il faut faire quand même extrêmement attention parce que le risque est fort de se perdre dans ces données. Et souvent, le réflexe qu'on va avoir, ça va être de se dire, avant même de savoir ce que je vais faire de ces données-là, je vais acheter un outil, j'ai peut-être pas forcément les ressources, c'est-à-dire un data miner ou quelqu'un qui a la vraie expertise pour travailler sur ces données-là derrière, et finalement les résultats sont extrêmement décevants. Et quand on regarde un petit peu des projets d'implémentation sur des logiciels, c'est plus ma partie, sur des technos, on se rend compte que souvent des gros outils de CRM type on ne va pas les citer, ils sont utilisés à 2% de leurs possibilités. Tout simplement parce que derrière, il n'y a pas la ressource et l'expertise pour être capable de les gérer. Et deuxièmement, il n'y a peut-être pas non plus le temps nécessaire pour être hyper créatif d'un point de vue campagne. Et l'utilisation de ces données-là, elle est extrêmement intéressante, mais si on le fait de manière pragmatique, en se disant effectivement, demain je vais aller récupérer les données de la RATP pour savoir les flux de population que j'ai en Ile-de-France. Alors c'est extrêmement intéressant d'un point de vue créatif, on peut faire plein de choses. Mais il faut le tourner, si vous allez dans ce sens-là, vers une logique campagne. C'est-à-dire quel est le message que vous voulez faire passer derrière. Nous sommes des marketeurs, notre métier c'est de raconter des histoires. Et cette donnée-là, elle est là pour nous aider à raconter des histoires, simplement. Je voudrais rebondir justement là-dessus. C'est vrai que quand on reçoit les mails, on voit pour les sociétés qui ont des outils de smart data ou simplement de data quality, on voit qu'il y a souvent un énorme gap entre ce qu'on reçoit et qui a été fait par les graphistes et on va dire les commerciaux et les marketeurs
et ce qui a été fait par les techniciens qui, eux, mettent les mains dans les datas et qui sont à ce moment-là capables de sortir des données très intéressantes et de faire des campagnes qui sont hyper ciblées. Mais malheureusement, la plupart des campagnes qu'on reçoit, alors qu'elles sont pourtant équipées avec des outils qui coûtent très cher, c'est des campagnes qui sont faites vite et pas toujours avec des choses qui sont très très efficaces, mais c'est très joli. Il est pile poil 13h30. Je vous souhaite un bon appétit. Et...